Et si vous pouviez écouter les pensées qui permettent aux femmes les plus inspirantes de rester confiantes, résilientes et alignées avec leurs ambitions? Moi, c'est Nejma. Dans ce podcast, j'explore le discours intérieur et les habitudes des femmes puissantes. Sixtine, je suis ravie de t'accueillir sur Puissante. Moi aussi. Pour la première fois en plus dans un studio qui n'est pas le mien. Oui, donc ça c'est me fait vrai hyper plaisir. Moi, j'aime bien recevoir les gens à domicile. Je me dis, pour une fois, on a un studio, autant recevoir les gens. Du coup, bienvenue dans Puissante. La coutume du podcast veut que ce soit moi qui t'introduise. Je t'explique en fait pourquoi je t'ai choisi comme invitée et ça nous sert un petit peu de point d'appui pour le reste de l'interview. Alors Sixtine, ce que je trouve puissant chez toi, c'est que tu as pris un raccourci très tôt, que peu prennent. Tu t'es mis en avant très tôt et tu as bâti un empire médiatique hyper jeune. À 17 ans, tu as cofondé Le Crayon, tu me diras ce que tu en penses après, un média qui est pensé pour les réseaux, pour les jeunes, avec une idée simple et risquée. C'était de mettre face à face des opinions qui étaient opposées et de faire de la nuance un format viral. Et on connaît aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu. Et puis, t'es pas restée une jeune fondatrice. T'as fait grandir un média, un groupe avec plusieurs branches, le débat, le contenu, le marketing. Et toi, tu prends un rôle assez clair, la stratégie de communication et le personal branding que tout le monde ne maîtrise pas. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, Sixtine, c'est vraiment ta zone de puissance, parce que tu parles aussi beaucoup de toi sur les réseaux et de toi de manière assez intime, et c'est ce qui m'a intéressée. J'ai envie de savoir comment on construit une entreprise média quand tout repose finalement sur l'attention, sur la prise de parole et sur l'image, et comment toi, Sixtine, tu fais pour rester solide et droite un petit peu au milieu justement de tout ce bruit ambiant et de cette viralité que vous assumez. On va parler de bascule, de discipline, de visibilité et aussi d'hypersensibilité, parce que c'est aussi un sujet qui te tient à cœur et j'aimerais bien qu'on l'aborde, parce que quand on est hyper perméable, réussir, c'est aussi une question de stratégie, me semble-t-il, et de système nerveux, de corps, de limites. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Sixtine, bienvenue dans Puissante. Merci à toi, très très belle intro. J'ai travaillé, tu vois, franchement. C'est génial. Top. Quand t'entends femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Pour moi, une femme puissante, c'est une excellente question. C'est une très bonne question. Une femme puissante, c'est une femme qui arrive à allouer plusieurs casquettes de choses qu'elle fait bien. Ça peut autant être quelqu'un qui a une très belle carrière et qui, à côté, élève des enfants en même temps. Ça peut être quelqu'un qui a du poids dans ce qu'elle fait, même si c'est un truc qui n'est pas hyper sexy à la base. Ça peut être quelqu'un qui montre l'exemple, en fait, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, une femme puissante, quand tu m'as dit femme puissante, ça m'a fait penser à ma mère tout de suite. Okay. C'est-à-dire qui a été un énorme rôle, un énorme modèle pour moi, qui a réussi à avoir une très belle carrière dans le salariat, mais une très, très belle carrière qu'elle a toujours d'ailleurs en élevant 3 enfants. Et c'est sûrement de ça qu'est venue déjà notre hyperactivité, ça c'est sûr que c'est de famille, mais aussi cet aspect de vouloir combiner plusieurs choses. Tu vois, moi j'ai hâte d'avoir des enfants plus tard. J'en parlais aujourd'hui avec une de mes clientes au déjeuner qui, elle, là, va avoir son 3e enfant. Et en fait, elle continue à bosser. Elle-même, son mari est entrepreneur aussi. Okay. Et en fait, là, ils vont avoir leur 3e enfant. Et en fait, j'adore parce que c'est cette idée de me dire que tu peux réussir à construire une carrière de dingue en travaillant beaucoup, en étant à fond, tout en ne mettant pas ta vie privée de côté. C'est un truc qui est largement faisable. C'est juste que oui, ça demande de l'organisation, ça demande d'être accompagné par un conjoint, une conjointe qui a les épaules aussi pour et qui comprend ce que tu fais, et un entourage, mais c'est largement possible. Et en fait, de dire que tu dois choisir entre les deux, c'est faux. Et pour moi, c'est une limite que les femmes se mettent beaucoup à elles-mêmes et que je trouve ça extrêmement dommage parce que oui, c'est beaucoup plus difficile, c'est sûr, c'est toi qui portes l'enfant, c'est pas l'homme, etc. Mais il y a tellement de manières intelligentes de le faire pour que tu puisses faire les deux. Hyper intéressant, on va y revenir vraiment à tout ce que tu viens de dire. Tu me fais une super belle intro et tu me fais venir plein de questions. Hyper intéressant le côté justement avec ta mère qui a été un rôle modèle et cette histoire de pas d'opposition entre carrière et vie de famille. Bien sûr. Juste, est-ce que justement cette notion de puissance, elle a évolué avec le temps chez toi? Tu dis que donc du coup, quand t'entends femme puissante, tu penses à ta mère. Ça veut dire que t'avais une vision probablement, je sais pas, quand t'étais adolescente de la femme puissante. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, ça a évolué ou finalement pas tant que ça? La définition un petit peu. Ça n'a pas évolué, c'est juste que c'est une chose que je comprends beaucoup mieux parce que je le vis un peu, c'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui avait tellement pas confiance en moi plus jeune, pour diverses raisons. J'étais en surpoids, j'ai été harcelée à l'école et je m'intéressais à des sujets que les gens trouvaient bizarres. Je parlais de politique à 11-12 ans, j'adorais bien m'entendre avec mes professeurs. Enfin, j'ai toujours eu un rapport différent des autres élèves sur beaucoup d'aspects et donc forcément, t'es très vite rejeté quand t'es pas comme tout le monde plus jeune. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à comprendre du coup comment fonctionnaient les êtres humains, comment je fonctionnais moi-même, à m'adapter à ça, j'ai commencé moi-même à avoir confiance en moi et donc à réussir à rentrer dans le moule et à être appréciée, etc. Et après, à pouvoir créer ma boîte. Mais à la base, ça repose beaucoup sur la confiance en soi. Et en fait, c'est marrant parce que les êtres humains se mettent des barrières eux-mêmes avant que les autres vous en mettent.
Et en fait, moi, j'étais la première à me dire, mais en fait, je dois pas valoir grand-chose, j'ai pas du tout confiance en moi. Ça a été extrêmement dur pendant beaucoup d'années, mais en fait, j'ai transformé ça en force. Mais parce que j'avais un rôle modèle de mère féminin qui m'avait toujours dit qu'en fait, dans tous les échecs et dans toutes les épreuves, tu peux apprendre tellement de choses. Donc oui, c'est très difficile. Quand tu es jeune, tu as l'impression que le monde va s'écrouler. Mais en fait, la vie est bien faite et la vie est longue. Et donc, si tu apprends de tes erreurs et que tu t'en sers, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant et de positif à retirer de n'importe quel échec que tu fais. Mais autant que ça peut être un échec privé d'une rupture amoureuse amicale, d'une mauvaise note à l'école, mais comme d'un échec beaucoup plus gros et beaucoup plus difficile à vivre. Donc, je n'ai jamais vécu de décès d'un membre extrêmement proche de ma famille, ni d'une maladie grave. Donc, ça, je ne sais pas encore comment je le vivrai. Je ne l'ai jamais vécu, mais pour tout le reste, je l'ai vécu et je peux dire qu'on se remet de tout. C'est juste pas facile, ça fait mal, mais si tu es convaincu que tu vas t'en remettre et que ça prendra juste du temps, tu arrives à avancer. Mais parce que la première limite que je veux pas me mettre, c'est de me dire, en fait, je vais jamais m'en remettre. Mais non, je sais que je vais m'en remettre. Donc c'est parce que je décide moi-même d'avancer. Et en fait, si tu t'enlèves les barrières que la majorité des gens se mettent, mais c'est pareil pour les réseaux sociaux. Si tu te mets des barrières que tu n'es pas assez légitime pour prendre la parole ou que ce que tu vas dire va être profondément inutile, bah, du coup, tu vas jamais le faire. Donc du coup, tu vas jamais vraiment tester ça. Et en fait, c'est sur tellement d'aspects de ta vie, c'est pareil. Pour trouver un nouveau client, pour avoir le culot de lancer une boîte, pour avoir, mettons, tes salariés et que tu veux gravir les échelons. Si tu n'as pas le culot ou cette confiance en toi d'avancer, de se dire, au pire des cas, si ça marchera, j'apprendrai quelque chose, mais en fait, tu ne fais jamais rien dans la vie, en soi. Donc, et du coup, je voudrais qu'on explore ce côté confiance en soi. Donc, juste, si on rétro-pédale encore un petit peu plus, quel genre de... Parce que tu nous as expliqué quel genre d'ado t'étais, mais quel genre vraiment de petite fille tu étais. Et qu'est-ce qui a fait que tu manquais de confiance en toi? Tu avais parlé de surpoids, ça, je l'avais déjà entendu dans un autre média t'expliquer ça. Mais vraiment petite, vraiment, si on revient à toi, je sais pas, quand tu as 6-7 ans, quel genre de petite fille t'es? Et est-ce que tu as des rêves déjà à ce moment-là? J'étais un petit monstre quand j'étais plus jeune. Avec mes frères, j'avais un énorme caractère. Dans mes souvenirs, j'étais pas quelqu'un de très sensible. Et attends, juste dans la fratrie, t'es à quelle... Je suis la dernière. J'ai 2 grands frères. J'ai 2 grands frères dont je suis très proche. 7 ans avec l'aîné, 4 ans avec celui avec lequel j'ai monté la boîte. Et en fait, quand j'étais petite, parce que je devais trouver ma place, j'étais un petit monstre. J'étais à l'inverse, pas du tout sensible, j'étais très dure, j'étais une grosse fonceuse. Et en fait, le divorce de mes parents m'a rendu à l'inverse un énorme bébé hypersensible qui n'arrivait pas à contrôler ses émotions et qui du coup a pris du poids à cause de ça, qui après a été harcelé. Enfin, ça a enchaîné un cercle vicieux qui a été très long et très infernal, dans lequel je m'en suis très bien sortie. Et je pense que si j'avais pas eu cette séparation de mes parents, je n'aurais jamais monté ma boîte aujourd'hui parce que j'aurais jamais été vivre en Suisse, j'aurais jamais poussé ma différence. Donc en fait, ça a tellement de choses bien qui sont arrivées de ça. Si mes parents étaient encore ensemble aujourd'hui, je n'aurais jamais monté ma boîte, mais j'en suis sûre à 1000%. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que tu vois, c'est un peu ce que j'essaie dans ce média mais c'est magnifique de déconstruire, c'est que le côté puissance, ça vient toujours justement d'une forte confiance en toi, etc. Plus j'interviewe des femmes, plus je me rends compte justement que c'est dans des moments de grande vulnérabilité et t'en parles. Et des moments de vulnérabilité qu'on conscientise pas tout de suite, parce que là, tu le conscientises évidemment des années après, mais qu'on puisse justement cette puissance, cette force et qu'il nous faut aller loin. Donc c'est intéressant. Excuse-moi, mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, tu peux toujours tout réussir dans ta vie et tout va bien, mais il y a forcément un moment où tu auras un truc qui t'ira pas bien. Et si tu n'as pas l'habitude ou le réflexe déjà mental de se dire que tu vas t'en remettre ou l'habitude de t'en remettre parce que tu as déjà vécu des choses difficiles, la redescente est extrêmement dure. Quelqu'un qui a 25-30 ans, qui n'a jamais rien vécu de difficile dans sa vie, imagine la première fois que ça lui arrive, mais c'est extrêmement violent. Quand tu vis des choses très difficiles, petit, ça te détruit, c'est sûr. Moi, ça m'a détruit le divorce de mes parents. J'ai très mal vécu, ça a été très mal fait. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Et en fait, oui, ça veut pas dire que t'as pas des lacunes. Bien sûr, du coup, je suis une obsessionnelle, je fais du sport de manière 10 fois trop too much parce que j'ai toujours l'impression que je suis en surpoids. Enfin, donc oui, t'as toujours évidemment des lacunes qui resteront gravées à vie et ça, il n'y a pas de débat. Mais en fait, mon hypersensibilité, je l'ai transformée en énorme force parce que pour mon business, c'est ma plus grosse qualité d'être bon émotionnellement avec les gens, de les comprendre, de savoir exactement. Enfin, tu vois, je gagne un temps fou avec ça, avec mes équipes aussi. Et donc, en fait, ça m'a aidé là-dessus. Si j'avais jamais eu ça, peut-être que j'aurais jamais travaillé mon hypersensibilité, ma compréhension des autres, donc peut-être que j'aurais jamais monté. Enfin, en fait, il faut savoir capitaliser là-dessus. Mais c'est vrai que quand t'es petit, tu t'en rends pas compte. Et moi, j'aurais adoré petite avoir une grande sœur ou quelqu'un qui est peut-être médiatisé que j'écoute et qui me raconte ça parce que petit ça m'aurait aidé. Et donc oui, je l'ai appris par moi-même, j'avais juste pas le choix. Au bout d'un moment, t'es en mode instinct de survie, t'as pas le choix juste de vivre la vie. Mais moi, je voulais pas aller en cours. Généralement, j'ai même essayé de me casser la cheville volontairement pour pas faire un voyage scolaire parce que je vivais du harcèlement, que je voulais pas y aller. Je l'ai jamais vraiment dit à ma mère, mais c'était des trucs où c'était vraiment, je ne voulais pas aller à l'école. Alors que quand j'ai commencé à bien aimer l'école au lycée, parce que tout avait changé, j'avais changé d'école, j'ai changé de pays. À l'inverse, je ne voulais pas rater une journée d'école. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup détruite. J'ai capitalisé là-dessus. Aujourd'hui, c'est devenu une grosse force. Et ça se trouve, je vais revivre 15 000 choses hyper difficiles demain.
Mais c'est la vie, en fait. Ouais, exactement. Et t'apprécies aussi autant la vie quand tu vis aussi des choses difficiles, parce que sinon, les moments cool, bah, tu ne les apprécies pas autant si t'as jamais vécu de moments difficiles aussi, tu vois. Et juste pour décortiquer donc ce petit trauma, la divorce de tes parents, comment ça se passe familialement? Du coup, tes frères, comment ils le vivent? Est-ce qu'ils le vivent comme Très mal toi? aussi, ouais. OK. Bien sûr. Vous le vivez tous Tout mal? le monde le vit mal. OK. On a juste réagi de façon différente. Et vous vous soutenez les uns les autres ou vous vivez un Ouais. peu le truc dans votre coin? Non, on s'est beaucoup soutenus. On a été extrêmement proches. Ça nous a beaucoup rapprochés entre nous et ça a beaucoup rapproché de notre mère aussi. OK. Et après, tu as vécu essentiellement avec ta mère ou comment Ouais. ça s'est passé par la suite? Oui, après, j'étais avec ma mère. Mon frère aîné a bougé pour faire ses études en Suisse. À quel âge à ce moment-là? J'avais 7 ans. Donc, OK. on a fait encore 2 ans, donc quand même au moins 2-3 ans comme ça. Après, il y a mon frère aîné qui a bougé. Donc, il ne restait plus que mon autre frère Valran et moi. Ouais, Et au bout de quelques années, moi, j'ai bougé avec ma mère en Suisse, d'accord. qui a dû bouger pour son job. Valran commençait à rentrer en prépa ou autre. Il a fait une prépa, ça n'a pas duré longtemps. Mais en fait, ouais, on s'est juste soudés entre nous. On continue à avoir notre père, hein, on est très proche de lui. Juste, effectivement, ils ont très mal géré le divorce. Donc, en fait, les enfants ont été hyper impactés. Mais en soi, je leur reproche sans leur reprocher. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Ce n'était pas leur objectif. C'est juste qu'ils auraient pu faire les choses différemment. Mais après, quand la première fois que tu le vis et quand t'es enfant, forcément, chacun le vit différemment. Moi, j'ai des amis qui ont des parents divorcés, qui l'ont très bien vécu. D'autres non. D'autres qui ont des parents encore ensemble, mais des parents qui s'engueulent tout le temps. Il n'y a jamais de bon scénario, mais c'est sûr que d'avoir une épreuve aussi difficile plus jeune te casse, oui, mais peut te permettre de te réparer bien mieux que beaucoup de parents qui sont encore ensemble et qui ont du coup eu des enfants qui ont grandi avec leurs parents ensemble. Et du coup, comment tu traverses cette période-là? Qu'est-ce qui fait que tu te relèves? C'est vraiment... déjà, à ce moment-là, bon, t'as 7 ans, donc peut-être pas, mais à partir de quel moment tu commences à te dire je suis une petite fille peut-être un peu différente qui ressent les choses de manière plus... Enfin, à quel âge tu commences à te comprendre un peu plus? Est-ce que c'est beaucoup plus tard? Je le sentais déjà en primaire. OK, Déjà, j'étais amie qu'avec des garçons. d'accord. J'avais besoin d'apprécier ma maîtresse à l'école pour être Ouais. bon dans les matières, donc j'étais déjà un tout petit peu différente, mais ça a vraiment commencé au collège. J'avais rencontré un de mes amis, qui je suis toujours très amie d'ailleurs, qui, comme moi, était un peu spécial, dans le sens, on aimait les mêmes sujets trop bizarres au même âge, qui s'appelle Thibaut, et qui était un ami qui était aussi pas mal rejeté parce que, pareil, enfin, comme moi, un peu bizarre, on s'habillait comme des darons alors qu'on avait 11 ans, parce qu'on s'habillait un peu en fait, comme nos parents. On parlait de sujets de darons, enfin, OK, et on s'est beaucoup trouvés là-dedans. OK. Et c'est un de mes amis, je me rappelle, je lui avais dit à l'époque, je lui avais dit, tu verras ces gens qui sont méchants avec nous, un jour, je lui avais dit ça, mais pour rigoler, Ouais. pour juste se motiver, je lui avais dit, tu verras, un jour, c'est des gens qui voudront travailler pour nous. Hmm. En mode, en fait, la vie est longue. C'est Et là, ça que vous je avez voulais lui quel dire. âge, là? Là, à ce moment-là, on a 11-12 ans. OK. Et aujourd'hui, c'est un mec, lui, il est encore en train de finir ses études parce que, tu vois, il a passé le barreau, il a eu la première année, il a fait des études brillantes, ça va devenir un très, très bon avocat. Hmm. Mais en fait, et c'est marrant parce que moi, un jour, j'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a écrit par message en me disant « Salut Sixtine, je sais pas si tu te rappelles de moi. J'ai un de mes amis qui a postulé chez vous. Tu devrais vraiment regarder son CV, cordialement, je sais pas quoi. » Et tu te c'était une souvenais de cette personne qui m'avait pas harcelée, mais qui était pas non plus la plus sympa du monde avec moi. Ouais. Et là, ce inversement de rapport de force, je me disais, tiens, ça va me faire trop plaisir et tout. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que j'en avais rien à foutre. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, trop cool, très belle victoire. Si j'en ai rien à foutre, ça veut dire que je suis vraiment passée à autre chose. D'un autre côté, toute ma vie, non, mais pendant tellement longtemps, j'avais attendu que ce genre de moment arrive pour pouvoir me dire, ok, tu vois, meuf, la vie, elle est longue. Et en fait, faut jamais sous-estimer les gens parce que tu sais jamais. Et en fait, je m'en foutais, donc je lui ai répondu normalement. Je sais même plus si j'ai répondu, d'ailleurs, c'était un vieux truc, mais ça m'est arrivé avec 2-3 personnes différentes. Ouais. Comme quoi, la revanche, tu vois, c'est pas un truc... Et en fait, c'était une bonne revanche, c'est-à-dire que c'était une motivation. C'est-à-dire que de toute façon, tous les entrepreneurs que je connais autour de moi qui ont réussi, entre guillemets, à leur niveau, ils m'ont tous dit, on avait une revanche à prendre sur quelque chose. Et tous, c'était une raison différente, mais ce qui était très propre à eux-mêmes. Et je pense que c'est un truc qui est important parce que ça te motive. Il faut que ça soit sain, il ne faut pas que ce soit toxique et que ça te bouffe, mais juste que tu l'aies en tête quelque part. Dès que ça va pas ou autre, c'est un facteur de motivation qui te pousse à aller à l'étape plus loin ou qui te pousse à t'en remettre quand ça va pas en te disant quand même, il faut que je continue ma bataille. Et après, la vraie victoire, c'est quand tu réalises en fait que tu t'en fous parce que t'es passé à autre chose. Ouais. Et après, tu trouveras d'autres motivations. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre auprès de qui tu as une revanche à prendre ou autre, mais on a tous des revanches à prendre dans la vie vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos conjoints, nos ex, nos amis, nos anciens amis, nos profs, nos trucs. Il y a toujours quelque chose. Est-ce que toi, c'est une bonne chose justement d'avoir, avec le recul, c'est une bonne chose d'avoir une revanche à prendre justement sur les autres ou sur la vie? Est-ce que finalement, c'est pas que vis-à-vis de soi-même qu'on doit avoir une revanche à prendre? Est-ce que c'est sain? Ça peut être sain si ça ne te bouffe pas et si tu n'agis pas de manière malveillante envers les gens. Parce que du coup, c'est-à-dire que ça te bouffe. C'est-à-dire que si ton seul objectif, c'est de détruire les autres et de leur prouver que t'es le meilleur, mais dans un mauvais sens du terme, c'est hyper toxique pour toi et pour les gens. Par contre, si c'est juste une revanche de
ça te motive quand même à te battre parce que tu veux que la personne un jour elle tombe sur toi quelque part, qu'elle se dise putain en fait j'aurais jamais pensé et bravo à elle et en fait j'aurais peut-être pas dû être un gros con, une grosse conne avec elle plus jeune. Ça suffit à motiver. Ouais, je comprends. Une revanche, vraiment un moteur pour te faire avancer. Exactement. Quoi. Le revanche, le mot est peut-être un peu intense, mais en tout cas, une motivation qui est émotionnelle et qui est suffisamment intense. Ouais, je comprends. Et pour revenir à tes rêves, du coup, est-ce que petite, t'as des rêves un petit peu, même s'ils sont complètement différents de ce que tu fais aujourd'hui, mais sûr. est-ce que, voilà, tu te dis, j'ai envie de devenir ça? J'avais 2 rêves quand j'étais petite. Je voulais être la première femme sur la Lune. Ok. Ou présidente de la République. Et donc, c'est vraiment des rêves fous. Des rêves fous. Ouais. Que je ne veux plus du tout faire aujourd'hui. Je suis fascinée par l'espace. J'en parle jamais, mais je suis fascinée par l'espace. Mon plus grand rêve, c'est d'aller dans l'espace. Et si j'espère un jour je réussis extrêmement bien, je le ferai parce qu'on peut aujourd'hui le payer, ça coûte débilement cher. Peut-être que d'ici là, ça coûtera un peu moins cher, mais c'est mon plus grand rêve d'aller dans l'espace. Parce que je pense que c'est le seul truc Enfin, juste de me dire, on voit la Terre dans un vaisseau où en dessous, il n'y a rien au-dessus. Je pense que mon cerveau arrive à le concevoir sans le concevoir. Et je veux le voir de mes propres yeux. Parce que je pense que tu te sens tout petit et peut-être que ça peut te faire réaliser des choses, j'en sais rien, mais j'ai envie de vivre ça. Je me dis, on n'a qu'une vie. En fait, je me dis, on n'a qu'une vie, il faut la vivre à 100%. Ouais. Donc ça, je veux aller dans l'espace. Et président de la République parce que j'avais regardé les résultats de l'élection en 2007 de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait, mais je me rappelle très bien de ce jour-là. Et t'as quel âge en 2007, juste? J'avais 6 ans. Ok. Ça m'a marqué. Et on a une famille qui adore le débat et qui adore la politique. Donc, je me suis retrouvée à toujours des dîners et des repas de famille où on parlait que de ça, donc je devais m'adapter parce que je comprenais rien. Ce qui a du coup développé une énorme fascination pour la politique, un gros respect à la base pour les politiciens que j'ai beaucoup moins aujourd'hui parce que je trouve qu'ils sont beaucoup moins inspirants et intéressants qu'à une certaine époque. Mais c'est un truc qui me met toujours beaucoup motivée. C'est pour ça que le Crayon est né à la base. C'est une vraie passion pour la politique. Mais aujourd'hui, je ne veux plus du tout je ne veux pas tout faire de la politique et c'est pas du tout prévu. C'est vraiment moi qui suis accro à ma liberté. T'as juste pas de liberté quand tu fais de la politique. Mais ça a été un rêve de jeunesse pendant très longtemps. Ouais. D'accord. Parle-nous maintenant du rôle modèle, du coup, donc pendant cette période-là de ta vie, de ta maman. Parce que tu en as parlé brièvement en introduction. Quel rôle elle a eu, ta maman, dans ta construction et peut-être aussi dans ta confiance en toi? Parce que tu disais que ça s'est fait petit à petit et que plus jeune, tu n'avais pas confiance en toi. Ma mère ne m'a pas tant que ça aidé dans ma confiance en moi. D'accord. Pour être très honnête, ça a été un rôle génial parce qu'elle me montrait l'exemple. Mais elle ne m'a pas aidée dans le sens où ma mère, elle n'est pas du tout... t'as beaucoup de mères de famille qui vont apprendre à leur petite fille en fonction de la mode du moment de t'habiller pour. Moi, ma mère, pas du tout, parce qu'elle en a rien à foutre. Enfin, c'est-à-dire que du coup, moi, j'arrivais avec des mocassins de daronne à 11 ans, là où les tout le monde était en Stan Smith. Donc, il y avait un décalage énorme. J'avais un vieux cartable dégueu de mes frères, là où tout le monde avait des sacs Vanessa Bruno. Donc, en fait, j'ai toujours récupéré la mode vestimentaire, qui est un truc, en fait, hyper important à l'école. C'est pour ça que moi, j'aurais été très pour les uniformes, parce qu'en fait, ça aurait évité beaucoup de discrimination. Et donc ça, ma mère m'a pas du tout aidée là-dessus. C'est-à-dire qu'elle m'a jamais appris à me maquiller, elle m'a jamais appris à ça. Elle m'a toujours aidée sur les aspects plus féminins, sur d'autres aspects, bien sûr, parce que ça reste une mère et qu'elle a été très utile là-dessus. Mais moi, là où elle m'a surtout aidée, c'est pour la partie mentale. Pas du tout sur les aspects mode, physique, social. Mais alors social, si, parce que je la voyais faire. Et ça, j'ai beaucoup de ma mère sur mon aisance sociale avec les gens, de m'adapter à chaque situation, d'avoir beaucoup d'empathie. C'est très de ma mère. Mais en revanche, sur le reste, pas du tout. C'est moi qui l'ai appris sur le tas par la force des choses et en vivant ma vie. Mais ma mère, elle m'a surtout aidée en me répétant constamment des mêmes phrases, en la voyant travailler comme une malade, en me disant toujours des phrases du style je sais, je vérifie. Parce que ma mère est directrice juridique. Tu vois, elle était avocate, juge, machin, donc très portée sur le tac-tac-tac. Elle m'a dit, quand tu sais un truc, tu vérifies. Le nombre de fois où ça m'a aidée de vérifier alors que je pensais savoir, en fait, non. Le truc de c'est pas grave si t'échoues, t'apprendras encore plus après. Donc, en fait, des petites phrases que t'entends, mais qu'on te rappelle constamment avec des exemples qu'elle me montrait, qui fait qu'à la fin, ça te développe quand même une manière de voir les choses qui est très différente, qui a un mindset qu'on appelle à l'américaine, ce qui veut tout et rien dire, mais qui est très tourné sur le positif et l'optimisme, qui est très différent du français d'ailleurs, malheureusement, mais qu'il y a de plus en plus dans l'écosystème entrepreneurial français. Mais sur le reste, pas tellement. J'ai tout appris moi-même, j'ai pas de grande sœur. Ma cousine, j'étais pas très proche d'elle plus jeune parce qu'elle était plus âgée, même si je l'adore aujourd'hui. Enfin, et j'ai commencé à avoir des amies filles très tard. J'étais amie avec beaucoup de garçons plus jeunes. Je joue au foot. Tu commences à avoir des amies filles? Des vraies amies filles au quotidien, ça a vraiment commencé de manière très sincère à partir du lycée. Ok. Ouais, donc assez tardivement. J'en avais quelques-unes avant, mais c'était plus des potes d'école, c'était pas des vrais amis. Et avant, c'était des amis mecs. Ou alors mes très bonnes amies filles, j'en avais 2 qui sont des amies d'enfance, mais je n'ai jamais été dans la même école qu'elles. Ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que tu as d'autres rôles modèles? Donc, on a compris sur l'aspect, presque l'aspect, c'est aussi une partie de construction de soi, ce que tu es. C'est vraiment les petites phrases que tu te répètes et tout. Mais est-ce que tu as d'autres rôles modèles sur qui tu t'appuies pour justement apprendre à te connaître? J'ai pas d'autres rôles modèles. Ok, c'est intéressant parce que souvent on en manque. Ouais, je trouve. J'en ai jamais eu.
J'ai toujours admiré Claire Chazal, etc. Mais c'était pas un rôle modèle. Rêver d'être Claire Chazal quand j'étais petite, oui. Mais aujourd'hui, non. Mais c'est une femme que j'ai beaucoup, beaucoup admirée. Mais ce n'est pas un rôle modèle. Pour moi, pour que quelqu'un soit un rôle modèle, il faut que tu aies une attache émotionnelle avec. Et en fait, ma mère était la seule personne pour qui j'avais un vrai rôle modèle. Sinon, j'en ai pas eu. J'ai aucune amie qui a été un rôle modèle. J'ai jamais admiré une amie. Enfin, j'ai une amie que j'ai beaucoup admirée, que j'admire toujours beaucoup, mais qui était un peu la personne parfaite quand t'es plus jeune. Genre, tu rêves d'être elle. Qui est d'ailleurs l'une de mes seules amies d'enfance qui réussit extrêmement bien professionnellement dans le salariat, mais qui réussit extrêmement bien, qui est très en avance, donc avec qui je peux toujours avoir des discussions entre guillemets de gens qui vraiment bossent beaucoup, parce que beaucoup d'autres amis sont encore en fin d'études ou bref, et donc c'est pas encore ça. Mais sinon, non. Et après, je pense que c'est beaucoup de construction. Les réseaux sociaux, évidemment. Ça aide comme ça aide pas. Tu te compares, mais en même temps, ça t'aide à permettre de voir plein de choses dont tu n'as pas accès dans ta propre bulle de cercles sociaux. Et après, évidemment, un truc tout bête, mais qui est très lycéen, c'est quand tu commences à plaire aux hommes. Donc, en fait, tu commences à travailler des petites choses différentes pour continuer à plaire, que tu commences à sortir avec tes premiers garçons, des premiers trucs. Et en fait, c'est des premières fois de vie en tant que femme qui t'aident à vouloir te sentir belle, à prendre soin de toi. Sinon, en fait, t'as beaucoup de gens... Aujourd'hui, je le fais pour moi-même, mais pendant longtemps, je le faisais pour le regard des autres. Parce qu'en fait, tu t'en fous. Des trucs tout bêtes, mais des trucs de s'épiler, de machin. Quand t'es gosse, t'en as rien à foutre. Enfin, je veux dire, tu t'en fous. T'apprends très tard à le faire. Mettre des sous-vêtements, enfin, mettre des beaux sous-vêtements. C'est tout bête, mais aujourd'hui, tu le fais... Beaucoup de gens le font pour d'autres gens, mais tu le fais aussi pour toi. Ça, tu te sens bien, t'as confiance en toi. Mais quand t'es plus jeune, tu le fais aussi surtout pour ton copain, ou le regard des autres, ou machin. Mais en fait, tu t'en fous, sinon, fondamentalement. J'aime bien explorer dans le podcast des moments de bascule. Tu nous as parlé, du coup, quand tu étais jeune, du divorce de tes parents. Est-ce qu'il y en a eu un autre avant qu'on arrive... Alors, c'est peut-être ce dont tu vas nous parler, mais avant qu'on en arrive justement un peu à la naissance du crayon et au début de ton aventure entrepreneuriale, est-ce que là, comme ça, que ce soit dans le pro ou dans le perso, tu as envie de nous raconter un moment de bascule où, quand je dis moment de bascule, c'est un moment où c'était plus difficile que d'habitude? Tu nous en as déjà raconté un. Donc, J'en ai eu un quand je suis arrivée en Suisse, ma première année. Okay. J'ai fait une vraie dépression. D'accord. Donc, ça a duré quelques quel âge mois. à cet âge-là? J'étais en 3e, ok, à 14 ans. 15... Ouais, ok. J'avais vu en la Suisse une énorme opportunité de recommencer à zéro, etc. Et en fait, j'ai très mal vécu mon arrivée en Suisse. En fait, c'est une toute petite école, donc soit t'as plein de points, soit t'en as zéro. Et au début, j'en avais zéro. Et en fait, pareil, pour des questions pas hyper légitimes, des gens qui étaient méchants naturellement. Et d'ailleurs, j'avais même recroisé une fille qui avait été très méchante avec moi à une soirée il y a quelques semaines. Et juste, t'arrives à savoir pourquoi, justement, les gens étaient méchants? Je pense que c'est la différence. Justement, tu comprends pas quand t'es plus jeune. Donc c'est horrible, parce que du coup, tu perds confiance en toi, parce que tu te dis, c'est toi le problème. En fait, quand les gens sont méchants plus jeunes, mais ça, tu le comprends plus tard, c'est parce qu'eux-mêmes sont pas bien, et donc ils font un transfert. Et j'ai croisé une de ces filles-là, à l'anniversaire d'une de nos amies en commun, il y a quelques semaines. Et la fille me dit, elle a été trop sympa avec moi pour la soirée, donc trop bizarre. Et les gens changent aussi. Ouais, non, mais les gens changent. Ouais. Et elle me dit vraiment, quand je pense que on est trop bêtes quand on est plus jeune, j'étais hyper méchante alors qu'il n'y avait pas de raison, vraiment trop désolée, ma pauvre, et ça m'a mise en fait extrêmement mal à l'aise. Ah oui. Et j'étais en mode, c'est très gentil, mais ça m'a mise très mal à l'aise parce que je suis en mode, ça n'enlève pas tout le mal que t'as fait, même si aujourd'hui je m'en fous. De deux, je comprends très bien, mais en fait, je m'en fous aussi. Et en fait, c'est un peu ce truc de, je suis désolée pour toi, parce que c'est toi qui allait pas bien, mais c'est un peu bizarre. Mais d'un autre côté, et d'ailleurs, c'est quand cette fille-là, parmi d'autres gens qui sont partis à la fin de la 3e, qu'à partir de la seconde, j'ai vraiment vécu mes meilleures années. De ma seconde à ma fin terminale. Ouais, d'accord. Quand les gens commencent un peu à grandir, à mûrir aussi. Mais t'arrivais pas à expliquer, du coup, pourquoi, en étant ici à Paris, les gens étaient méchants. Tu vas en Suisse, tu te retrouves encore face à ça. Parce que je devais pas me comporter comme tout le monde. Je parlais typique. Honnêtement, j'étais pas du tout méchante avec les gens. Ça, au contraire, j'étais hyper gentille parce que je voulais pas être rejetée. Mais je pense que j'étais juste peut-être pas à m'intéresser au même sujet que tout le monde. Peut-être que je sais plus, peut-être que je parlais pas de maquillage, je parlais peut-être pas de vêtements, je m'intéressais à des sujets. Ouais, du coup, tu parlais politique, t'arrivais avec tes mocassins, ton cartable. Ouais, il y avait un décalage. Il y avait un décalage, en fait. Et je pense, et j'ai toujours été quelqu'un qui a été plus à l'aise avec les gens beaucoup plus âgés. Ouais. Et en fait, je pense juste que beaucoup d'épreuves que j'ai vécues plus jeune, plus mon hyperactivité, m'a peut-être rendu un peu plus attractif sur des sujets où normalement à cet âge-là, tu n'es pas censé parler de ça. Ouais, d'accord. Ce qui faisait que j'adorais mes profs, j'étais très proche avec mes profs, parce que pas tous, mais certains, parce que du coup, je pouvais parler de ça avec eux. Mais les gens de mon âge, j'ai mis du temps à m'adapter, en fait. Et tu parles d'hyperactivité. À quel moment tu comprends que du coup, t'as ce trait de caractère? Je l'ai compris très tard que j'étais hyperactive. Parce que moi, j'ai 2 frères hyperactifs, mais dont un qui est d'une pile électrique constante, Valran.
Où du coup, pour moi, la définition de l'hyperactivité, c'était ça. Donc je me disais, moi, je suis pas hyperactive parce que je suis pas non-stop sur X. Mais en fait, je suis hyperactive. J'ai compris plus tard qu'il y avait d'autres manières d'être hyperactif. Et tu le comprends comment, ça ? Je l'ai compris en réalisant que j'arrivais jamais à arrêter mon cerveau, que j'avais toujours besoin de faire des choses, que je m'ennuie extrêmement vite avec les gens, que j'arrive à faire plein de choses en même temps, que j'arrive pas à rester en place, que j'ai des troubles de l'attention. Et je l'ai compris, mais ça, je l'ai compris il y a 2 ans. Tu vois. Je l'ai compris très tard. Et aujourd'hui, tu as des parades, justement, pour... Non, j'ai pas de parade, juste je m'écoute beaucoup, c'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup dormir, je dors beaucoup, j'ai besoin de faire beaucoup de sport, je fais beaucoup de sport. Il y a des moments où je commence à travailler beaucoup plus tard, quitte à ce que je finisse beaucoup plus tard. En fait, je respecte pas les mêmes horaires que tout le monde parce que je suis pas faite pour ça. J'ai mes zones de compétences où je suis vraiment douée. Dans ce que je fais, ça va très bien avec mon caractère. Par exemple, tu me demanderais de rester 4 heures derrière un ordinateur pour faire des slides ou préparer un truc stratégique, je suis incapable. Je te donne l'idée avec plaisir. La mettre en place, pas moi. Ouais, d'accord. Ouais. Je suis pas faite pour. Par contre, enchaîner plein de calls, voir plein de gens, réfléchir à des trucs, machin, oui. Me mettre derrière un ordi toute une journée, je vais physiquement pas y arriver. Mais c'est pour ça qu'à l'école, j'arrivais pas à apprendre par cœur des choses, par exemple. Donc, en fait, ça m'a expliqué beaucoup de choses aussi. Ouais. Donc, tu as réussi maintenant à identifier tes zones de génie et en fait, à coller justement commentaires, ce que tu peux faire très, très bien, quoi. Exactement. Et donc, du coup, ok, donc ça. Et après, tu nous dis, donc, meilleures années au lycée à 17, 18 ans. Et du coup, comment se passe... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce début de parcours entrepreneurial ? Et un peu comment tu te sens, est-ce que tu commences à te réaliser à ce moment-là, etc. Pas du tout. Voilà, donc, ça nous intéresse. En fait, nous, on vient d'une famille où il fallait faire des études. Il n'y avait pas d'autre débat, c'était ton critère de réussite, c'était quelle étude tu ferais. Très simple. Avec 2 frères qui n'ont pas fait des brillantes études. Donc ma mère était un peu en mode, tu vas être ma chérie, le dernier espoir de la famille. Donc grosse pression. Ils ont fait quoi, juste ? Mon frère aîné, il a quand même fait HEC de Lausanne, mais après, il a fait un master à l'américaine, mais qui n'était pas un master aussi bon que le bachelor, qui était un très bon bachelor. Et Valran, il a fait d'abord une très bonne prépa, mais qu'il a arrêté, puis il a fait la Sorbonne en économie, qu'il n'a même pas fini. Enfin bref. Valran, pas du tout fait pour les études. Et en fait, ma mère, j'étais un peu son dernier espoir. Donc évidemment, je trichais pour être première de classe, parce que incapable d'apprendre des trucs par cœur, j'ai essayé, j'arrivais pas, donc je trichais. J'avais des méthodes de triche assez C'est performant. Je trichais pas en toutes les matières, mais je trichais en économie et en histoire. Par exemple, français, j'avais pas besoin, j'étais assez tôt en français. Mais je lisais jamais les livres, tu vois, par exemple. Incapable, j'arrive pas... Par exemple, lire, je n'arrive pas à lire un livre. Mon cerveau, il déconnecte en 3 secondes. Donc mes yeux continuent à lire, mon cerveau part. Et j'ai tout essayé, je n'arrive pas à lire. Donc tu vois, c'est plein de choses comme ça qui sont très chiantes. Ça m'aurait beaucoup aidé plus jeune, mais bon. Et en fait, je m'étais dit, il fallait absolument que je rentre à Sciences Po. Faire plaisir à ma mère, je suis première de classe depuis 2 ans, j'ai un super CV, je devrais pouvoir être prise à Sciences Po. Et quand tu es dans un lycée étranger, tu te dis, ok, t'as plus de chance parce que c'est pas sur concours, c'est sur dossier. D'accord. Et je vise exprès en plus un Sciences Po à Reims, tourner sur l'Afrique, enfin un truc où je me dis, il y aura peut-être moins de demandes que le Sciences Po Paris, machin. Bon, bref, je tente un truc un peu là. Pas prise à Sciences Po. Ok. Et en fait, pour avoir plus de chances d'être prise, je m'étais dit, il faut que je lance un projet à côté. Et en fait, je savais pas quoi faire. Et un jour, on était un peu avant les vacances de Pâques ou de février, je sais plus, on était en cours d'économie et j'adorais mon prof d'économie. D'ailleurs, c'est à lui que je dois beaucoup tout ce que je fais aujourd'hui. Et je lui avais dit, on était en plein débat, pardon, et il y a 2 amis qui ont commencé à s'embrouiller en plein cours. On était des classes de 20 élèves, donc très peu. Il y a une seule classe de ES, une seule classe d'ES, donc toi, t'es très petit. Et j'ai 2 personnes qui ont commencé à s'embrouiller à cause d'un débat, mais complètement débile, relié à la politique. Je sais même plus ce que c'était, mais ça m'avait marqué qu'ils s'étaient engueulés. Ils s'étaient plus parlé pendant plusieurs semaines, juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le même sujet de politique. Et en fait, ça m'avait marqué à l'époque de me dire, mais comment tu peux... Moi qui ai l'habitude de débattre avec ma famille, de me dire comment tu peux ne plus t'entendre avec quelqu'un. Ne pas pouvoir aller au cinéma avec quelqu'un, ne pas pouvoir aimer quelqu'un, être ami, qu'importe, juste parce que vous n'avez pas les mêmes opinions. Sachant que forcément, dans le monde dans lequel on vit en France, c'est-à-dire en démocratie, avec chacun forcément des religions différentes, un milieu social sûrement différent, un groupe d'amis différents, une éducation différente, mais forcément que tu ne vas pas avoir les mêmes opinions que les autres. Sinon, c'est justement le fait qu'on n'est pas dans une démocratie, que c'est trop bizarre. Et qu'on est tous élevés comme des robots. Donc pour moi, c'est normal qu'il y ait autant de diversité. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc en fait, que les gens... D'ailleurs, je fais parler avec aujourd'hui, que les gens bannissent autant les 2 extrêmes, je comprends dans l'idée, mais le faire, ça va les victimiser, donc ça va être contre-productif. Et donc, en ne voulant pas parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est comme ça que tu fais en sorte qu'ils existent. Donc, c'est contre-productif. Mais bref. Donc, je m'étais dit, en fait, il n'y a aucun média déjà qui ne fait du vrai débat et aucun média qui n'intéresse les jeunes. Nous, les jeunes, on n'en avait rien à foutre des médias traditionnels. Donc, en fait, je me suis dit, il faut lancer un média de débat qui reçoit
tous les bords politiques, que ça plaise ou non à certains bords politiques, tu les reçois tous. Tu reçois toutes les religions, tous les courants de pensée, toutes les tranches d'âge, et tu les mets ensemble dans une émission sur un sujet de fond. Et tu les fais débattre. Et tu essaies de faire en sorte de créer une atmosphère où tu as vraiment envie de comprendre ce que la personne en face de toi, elle pense, et pourquoi elle pense comme ça. D'essayer de mieux se comprendre. En fait, on se dit, c'est en réunissant les gens qu'on va faire en sorte qu'ils puissent mieux se comprendre. Et du coup, ça permettrait déjà de peut-être relativiser sur beaucoup de choses que tu pensais en ayant un autre point de vue et de te dire, mais en fait, je peux très bien m'entendre avec la personne qui est en face de moi. Qu'est-ce qui m'empêche de bien m'entendre avec elle? J'ai plein d'amis qui sont de tous les bords politiques. Je les adore. J'ai 2 associés qui sont même pas du même bord politique que moi. Mais c'est génial. Sinon, qu'est-ce qu'on se ferait chier dans les discussions? On est tous d'accord sur les mêmes sujets. Super. Et donc, en fait, ça permettait de se dire, non seulement j'avais un projet pour m'aider pour Sciences Po à la base, thanks God, j'ai pas été prise, meilleure des choses qui auraient pu m'arriver, tu vois, comme quoi, encore une fois, dans l'échec, voilà, mais... Et en fait, c'est comme ça que le projet est né. J'en ai parlé avec Valran, et puis on a au début monté une application, des trucs machin. Jules Antonin sont arrivés, on écrivait des articles, bref, trucs qui ressemblaient pas à grand chose. Puis après, on s'est vraiment officiellement mis sur YouTube en janvier 2020, juste avant le Covid. Et après, c'est là que ça a pété avec un débat qui ressemblait à rien. On connaissait même pas les codes pour tourner une émission, mais le débat a explosé parce que c'était avec Julien Rochdy et My Better Self. J'ai vu. Et notre premier gros débat sur le féminisme qui a fait très vite 1 million de vues alors qu'on n'avait même pas 6 000 abonnés. D'accord. Et en fait, c'est parti de ça. Et alors, c'est du coup, on a chopé un truc en édito, machin. Donc, tu regardes la première émission, tu regardes celle d'aujourd'hui, en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Et après, aujourd'hui, on a travaillé les trucs et tout. Mais en fait, le fond de l'idée était bonne. Là, vraiment, le fond de l'idée était très bonne. Enfin, t'as compris, je parle pas français dans ce truc. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti. Après, on a développé l'agence, on a racheté un autre média, les Pépites de France, il y a 3 ans. Là, on a développé les financiers, un autre média sur la finance. On a fait grossir le groupe petit à petit. Mais tout est parti d'une roue libre énorme. Et jamais j'aurais cru que j'entreprendrais. Pour moi, l'entrepreneuriat n'existait même pas dans ma tête. C'était quand t'es à l'école et qu'on déjà on te forme tous à la même chose alors que tout le monde a des profils différents et qu'on te dit vous devez tous gravir les échelons pour réussir votre vie. Mais moi, c'était impensable. Puis pour moi, les gens qui étaient indépendants ou qui pouvaient entreprendre, déjà pour moi, ça n'existait même pas. Et puis si ça devait exister, c'était des gens ratés en fait, parce qu'on t'apprend pas ça en fait. Alors qu'en fait, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, mais j'ai découvert un champ des possibles de réalité. Pour moi, tu as le salariat qui est tout petit et tu as l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte au sens littéral du terme de même freelance, solopreneur, entrepreneur, même les avocats qui sont un peu indépendants, entreprendre au sens large du terme, mais ça t'ouvre un nombre d'opportunités, mais qui est 10 fois plus gros que le salariat. Et justement, de l'idée, tu penses que c'est ton frère, du coup, Valran, qui t'a poussé de l'idée que bien sûr qu'il m'a poussé. Parce que tu dis, j'aurais jamais fait sans lui. Et du coup, lui, il avait un peu en tête que justement il avait déjà un peu entrepris, lui. Il avait fait 1 ou 2 boîtes, une qui n'avait pas marché, une autre sur l'événementiel avec son ex, donc il a arrêté, mais ça marchait, ça lui donnait des bons petits revenus, c'était cool, mais c'était pour s'occuper, pendant qu'il était à sa boîte et qu'il foutait rien. Mais donc il avait déjà goûté à ça. Il y a un peu l'âme de l'entrepreneur. Valran, complètement. Ok. Valran, sans forcément être entouré d'entrepreneurs dans votre famille. Non, notre père a entrepris dans le salariat, il est toujours salarié, il a monté un fonds de gestion qu'il a revendu, donc oui, il a fait de l'entrepreneuriat. Mais on a beaucoup plus un souvenir de lui en tant que salarié. Mais oui, il a même d'ailleurs réussi à revendre une très belle boîte de l'entrepreneuriat. Donc oui, il l'a fait. Mais c'était pas de la même manière. Dans notre tête, c'était très salarié. Notre père qui était très études, qui fait Sciences Po, machin. Donc voilà, mais non, Valran est un entrepreneur au sens large du terme. Là où moi, je suis beaucoup plus une chef d'entreprise qu'une entrepreneuse. Et c'est quoi la différence pour toi? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va concevoir une idée et une vision. Tu l'avais, tu vois, tu dis, j'avais l'idée, je me suis dit, j'avais l'idée. Très bien expliqué. J'avais l'idée, mais j'aurais été incapable d'avoir rien d'autre. Là où aujourd'hui, même si maintenant c'est un truc que tu travailles, la vision, donc je l'ai, mais pendant longtemps c'est Valran qui la portait. Par contre, Valran aurait oublié trop de choses qu'un chef d'entreprise dans le côté organisation, trouver des clients, rigueur, cadré, structuré, que Valran aurait beaucoup moins eu. D'où la complémentarité de le faire à plusieurs, bien sûr. Non, mais c'est fou en fait de vous dire que l'idée est partie de deux personnes qui s'embrouillent dans ta classe. Tu te dis c'est inconcevable. Et justement, juste pour revenir, je rétropédale juste sur ce point-là parce que j'avais une question à poser. Pour toi, à aucun moment, 2 personnes qui ne sont pas d'accord, ça peut pas être justement 2 personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs et qui donc de fait ne peuvent pas s'entendre. C'est une vraie question que je te pose. Il y a forcément des choses sur lesquelles elles peuvent se comprendre. Ouais, pas autre que le point sur lequel ils sont en train de même si tu trouves que l'idée de la personne est, tant que c'est légal, mais tu dis mais c'est lunaire de penser une telle chose, si tu comprends la personne et tu comprends pourquoi elle pense ça, t'es beaucoup moins choqué. Moi, je demande pas aux gens d'être d'accord avec l'autre, je demande aux gens de comprendre l'autre, ce qui sont 2 choses différentes. Et surtout qui permet aux spectateurs de se faire une meilleure idée qui est bien plus nuancée, parce qu'en fait, t'as 2 avis qui se confrontent et qui essaient de s'expliquer et de se comprendre. Quelqu'un qui regarde une de nos émissions, il peut beaucoup plus facilement se faire un vrai avis sur un sujet. Parce qu'il n'est pas là à être endoctriné par un tel qui dit que ça ou un tel qui dit que ça. Il a les 2 de manière fondamentalement très neutre et factuelle. Ouais. Après, s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, tant mieux. Après, les gens font ce qu'ils veulent.
mais on te retranscrit le truc en tant que tel. Là où la majorité, mais quasiment tous les médias aujourd'hui sont politisés. Il y a toujours une manière d'annoncer les choses qui est tournée d'une façon à te rendre politisé. Au Crayon, nos émissions ne sont pas politisées. Les gens ne savent pas où nous placer. Ça les énerve d'ailleurs. On dérange. On dérange. Les gens de droite vont dire qu'on est de gauche, les gens de gauche, on est de droite. On a reçu Macron. Ah, vous êtes macroniste. En fait, c'est ça qui est énorme. Enfin, franchement, ça va mourir de rire d'un point de vue interne. Mais c'est... Si les gens savaient, putain. Non, mais même en tant que fondateur, on n'est même pas des mêmes bords. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Parce qu'on pourrait penser justement que vous êtes du même bord, vous avez un peu la même idée, que c'est un peu homogène. Et vous débattez entre vous. Ah ouais, bien sûr. On adore, on se provoque tout le temps. Parce qu'on se connaît par cœur. C'est très drôle. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ça a plu? Est-ce que, à ton avis, c'est ce côté justement non médiatisé qui a plu aux jeunes? Ou est-ce que c'est le fait que... Bon, elle est pas un peu polarisée, ma question, mais je la pose quand même. Ou est-ce que c'est le fait que justement ça a été fondé par des jeunes, que vous savez très bien expliquer comment vous l'avez créé, enfin tu l'as refait au jeu, qui a fait que ça a fonctionné? Ou un mix des deux ou Il y a un mix d'alignement des planètes où à ce moment-là, il n'y avait aucun gros média sur le digital, donc on avait un gros boulevard. D'une idée de fond qui était très bonne, il fallait juste l'améliorer fois 1000. Et de la fougue de la genèse de... Nous, on a une vraie doctrine, c'est de mettre beaucoup de vitesse. Donc en fait, on a fait plein de choses, même si c'était pas parfait. On n'attend pas que ce soit parfait pour les faire. Encore aujourd'hui. Hein. Et en fait, ça, plus après le fait qu'on s'est nous-mêmes exposés sur les réseaux sociaux, a beaucoup aidé tout le groupe, en fait, là-dedans. Mais c'est un alignement de plein de petites choses et aussi la force du collectif. Nous, on croit énormément au fait que c'est beaucoup plus pertinent de construire un quartier avec plein de gens qu'une grosse tour tout seul. Et en fait, de s'être construit avec plein d'amis entrepreneurs aussi autour, de s'entraider, de s'envoyer des trucs, des machins, aide aussi beaucoup à faire avancer tes projets ou ce que tu fais, parce qu'en fait, les gens pensent plus facilement à toi. Les gens se souviennent de toi quand il y a un besoin. Et en fait, tu te sens vraiment pas seul et tu te sens entouré. C'est pour ça que le soloprenariat, je trouve ça extrêmement difficile et que je respecte beaucoup les gens qui le font, parce que moi, ça me rendrait, même à part la question de est-ce que ça marcherait mieux ou pas, moi, ça me rendrait profondément malheureuse de le faire seul. Ouais, t'as besoin d'être entouré d'une équipe. Ah, moi, j'ai besoin, je suis une grosse émotionnelle et j'ai mis quel bonheur d'arriver au quotidien de voir ma team. Même le week-end, j'étais en mode, en fait, là, j'ai envie de voir mon équipe. En fait, ça me fait, mais on a fait un séminaire la semaine dernière, j'avais pas envie de partir. Moi, j'adore être avec mon équipe. J'aime bosser avec des gens avec qui j'aime bosser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça me rend, ça me rend hyper heureuse. Et tu te ressources, même si t'aimes bien être en team, tu te ressources parfois toute seule. Ouais, bien sûr. T'as besoin aussi d'être solo. Ah ouais, bien sûr. Ah, moi, je suis très, très casanière sur ça. Ouais, d'accord. J'adore être tranquille le soir, à me regarder une petite série tranquille dans mon lit, à faire mon sport tranquille. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique, ça me permet de m'échapper. J'ai besoin d'être très seule aussi. Ouais, il y a quand même, tu vois, tout à l'heure, je te demandais s'il y avait 2-3 parades pour un peu calmer ton mental et tout. Il y en a quand même, que t'as l'air. Ouais, il y en a quand même. La musique et les séries, ça me calme. Est-ce que tu. Donc, ok, il y avait la question sur la vitesse, mais tu y as un petit peu répondu. Comment vous avez réussi à aller aussi vite? En ne cherchant pas à tout faire parfaitement, mais juste en faisant. Ouais. Et si on se trompait, tant pis. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler des autres pans, du coup, tu sais, de la partie justement personal brand? Ouais, bien sûr. Ça, pareil, est-ce qu'au début, tu avais la vision, tu t'étais dit que tu allais justement te mettre en avant assez tôt? En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens ne se rendent pas compte le niveau de roue libre qu'on avait au début. On n'a jamais eu aucune vision de rien. Donc, si on avait une vision de on sent que ça va marcher, ou on sent que ça, ce sont les bonnes choses à faire parce qu'on sent un environnement, un écosystème, une hype, une vibe qui va arriver. Typiquement pour le média Le Crayon, tu vois, l'idée du format, du machin. Mais à part ça, non. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé à lancer les premiers services d'agence, parce que c'était des choses qu'on s'était appliquées sur nous-mêmes avant. Donc en fait, on avait nous-mêmes testé avant les trucs, on a vu que ça marchait, à quel point c'était utile, etc. On s'est dit, mais en fait, il faut le faire pour les autres. Et en fait, nos premiers services de boîte, au tout début, c'est la prod vidéo, mais bon, après, on a vite arrêté, parce que c'est tellement chiant qu'on a vite arrêté. C'était d'écrire des posts LinkedIn pour les fondateurs. D'ailleurs, c'est un truc qu'on fait toujours et qui marche très bien. Et la relation presse qu'on avait fait surtout pour Valorant et moi, on s'était beaucoup mis en avant dans les médias. On s'est dit, en fait, on a le réseau pour le machin, il faut qu'on développe ça comme service. Qui sont devenus, surtout l'ARP, qui est l'un de nos plus gros services d'agence aujourd'hui, tu vois. Avec les plus beaux clients possibles qu'on puisse imaginer. Et en fait, parce qu'on a une manière de faire où on s'est dit, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme retombée et de quelle manière on aimerait être perçu publiquement. Donc, en fait, tu dupliques un peu cette manière de concevoir les médias et la stratégie de marketing. Pareil pour tes clients. Chacun a sa stratégie différente, mais le fait de se dire qu'il faut allier médias digitaux, médias traditionnels, podcasts, radio et conférences. Aucune agence de presse ne fait ça. Et en fait, du coup, forcément, tous les entrepreneurs, mais ils veulent ça. Parce que pour eux, j'ai n'importe quoi. Une conférence sur Vivatech, BPI ou un super TEDx peut valoir beaucoup plus que n'importe quel article parce que ça se trouve, pour leur com ou autre, ils en ont plus besoin. Une agence tradi, elle ne peut pas le comprendre, ça. Ouais. C'est pas la même manière de faire. Un peu cette notion d'omniprésence, un petit peu. Oui, parce que du coup, après, tu capitalises sur tes réseaux sociaux de la retombée que tu as eue. Enfin, c'est toute une boule de neige qui est extrêmement utile. Et vous aviez un réseau de base? Vous êtes partis vraiment... On a tout fait nous-mêmes. Ah ouais? Tout vous-même, même pour la partie réseau, vous n'aviez pas de réseau. Vous alliez voir les gens, vous tapiez à la porte des gens, vous disiez, voilà, bonjour, on est deux frères et sœurs. C'est des coups. Ouais.
Il y a aussi ce côté, ouais, un petit peu, comme tu dis, un peu de peur de rien et on y va. Ok. Je reviens sur la personal brand, donc du coup, pas de vision, etc. Non. Et à quel moment tu te dis, du coup, moi, Sixtine, sans parler de Valorant et tous les deux où vous vous êtes mis en avant pour le crayon, tu te dis, je vais commencer à prendre la parole sur les réseaux, et moi, j'aime beaucoup ces petites vidéos que tu fais, qui sont un petit peu indépendantes finalement de ce que tu fais sur le crayon, même si ça sert évidemment le reste de ta boîte, mais où tu parles vraiment intimement à des femmes, à des hommes, sur l'hypersensibilité, etc. À quel moment tu te dis, je vais faire ça? En fait, au début, il fallait qu'on se lance sur Instagram parce que Jules était en couple pendant très longtemps avec My Better Self, donc l'usobionnique, qui avait déjà beaucoup d'abonnés. Donc en fait, lui, il voyait ça au quotidien de ce que ça pouvait rapporter, en plus, en parallèle d'avoir le crayon qui commençait déjà à bien monter. Donc les garçons ont commencé à le faire chacun sur un truc qui leur ressemblait. Donc Jules, plutôt la lecture, Valorant, c'était plutôt, je crois, la tech ou le business à l'époque. Antonin, c'est la musique au tout début. Antonin, il a pivoté plein de fois de ligne éditoriale, mais bref. Et moi, au début, j'ai pas osé parce que par réflexe, j'ai été rejetée pendant très longtemps, les gens vont mal me regarder, par regard social, je l'ai pas fait. Tu vois, encore une fois, tu te mets, tu vois, classique. Hein. Et en fait, j'ai vu à un moment Jules assez vite prendre des abonnés. Je me suis dit, en fait, je le fais. Je l'ai fait. Et au début, tout début, je l'ai fait sur la séduction. Je l'ai fait sur un sujet qui me tenait à cœur, sur lequel je m'y connaissais à peu près bien, suffisamment bien pour pas avoir à trop travailler dessus, pour faire des petites vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai gagné 100 000 abonnés en même pas 6 mois sur Insta. Je suis partie très vite, même pas. Sur des formats comme ça, des formats comme ça. Mais tellement mal tournés, mal cadrés. Ouais. Et ça marchait au début. Après, j'ai orienté plus sur l'intelligence sociale. À ce moment-là, j'ai commencé aussi à me mettre sur LinkedIn. Mon LinkedIn a très vite bien pris. Donc, je me suis dit, en fait, je peux pas avoir 2 images autant différentes. Donc, j'ai pivoté sur l'intelligence sociale, qui était un sujet qui m'intéressait beaucoup, mais qui me demandait plus de travail. Et pareil, j'ai repris 150 000, 140 000 abonnés sur Instagram. Et après, là, depuis quelques mois, je publie beaucoup moins, mais j'ai beaucoup plus pivoté entrepreneuriat, investissement des femmes, émancipation, donc qui sont plus des thématiques qui me ressemblent bien aujourd'hui, avec mon LinkedIn à côté qui bombarde. Je publie 3 fois par semaine, mais qui marche très bien. Et en fait, le LinkedIn, j'ai toujours vu comme un aspect business pour la boîte. C'est-à-dire ça me permet de mettre en avant mes clients, ça me ramène plein de clients. Je fais plus de prospection depuis 3 ans. Ça me permet de mettre en avant des conférences que je fais, de trouver des conférences. Enfin, ça permet d'avoir en fait énormément d'opportunités qui viennent à toi. Là où mon Instagram, c'est beaucoup plus utile pour un aspect de crédibilité, mais aussi si jamais j'ai besoin d'écrire à quelqu'un, personne ne me répond. Donc vraiment, mais ça me sert plus de crédibilité qu'autre chose. Et en fait, les deux assimilés sont très puissants, mais c'est vraiment parti d'un truc de base il faut qu'on le fasse il faut le faire pour le faire, quoi. Et après, on a transformé tout ça en des services de boîte, parce qu'on s'est dit, on sait le faire sur nous, machin, donc on aide les gens à faire là-dessus, mais tout ce qu'on a créé, ça a toujours été des choses jamais anticipées jusqu'à aujourd'hui. Là, les médias sur la finance, bien sûr, c'est le premier vrai truc, on s'est dit, OK, là, on lance un truc, mais on l'a lancé en même pas 1 mois. On a eu l'idée 1 ou 2 mois après, c'était lancé. Enfin, en fait, on a une rapidité d'exécution qui permet de faire plein de choses. Ça veut pas dire que tout est bien fait parfaitement, mais au moins, on fait des trucs. Ouais, d'accord. En fait, on met de la vitesse. Ça, j'ai bien compris. Juste, je reviens. Pourquoi sur la séduction ? C'était facile pour moi. Tu t'étais redocumenté sur ce sujet-là quand t'étais plus jeune? Mais j'avais passé beaucoup de temps plus jeune à vouloir comprendre comment fonctionnaient les gens, comment fonctionnait la drague, comment fonctionnaient les trucs. Et puis comme j'avais un frère avec qui on en discutait beaucoup, lui il avait un point de vue masculin, moi un point de vue féminin. Et j'adore ces sujets, j'adorais ça, comprendre. Je conseillais toujours mes amis à chaque fois quand on était plus jeunes, où je me disais, pourquoi pas, c'est facile à faire, je sais que ça va bien prendre. Pour ce qui est de ta vie perso, du coup, parce que tu as dit que tu travaillais beaucoup, d'ailleurs, c'est des sujets que tu partages avec certaines de tes amies, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont encore en fin d'études ou peut-être même qui bossent moins. Comment tu fais ? Je crois pas trop à l'équilibre vie pro, vie perso, donc mes questions, elles vont pas porter sur ça, mais comment tu fais pour continuer de travailler beaucoup sans justement te fatiguer ? En fait, je travaille pas tant que ça en termes d'heures passées. Ouais. Par contre, quand je travaille, je suis d'une efficacité énorme. Ouais, donc c'est intense. Ouais, c'est intense et très productif. Ok. Mais je travaille beaucoup moins que beaucoup de gens qui sont entrepreneurs. Quand tu dis beaucoup moins, c'est-à-dire que tu travailles une journée classique, par exemple. J'imagine que tu n'as pas journée classique, mais juste pour qu'on comprenne. Beaucoup moins. Il peut y avoir beaucoup de journées où je travaille que 8 heures par jour. 7-8 heures par jour. 8 heures pour certaines personnes, c'est beaucoup, tu vois. Oui, c'est beaucoup, mais pour un entrepreneur, tu vois. Bah oui, je sais bien. Donc oui, non, il y a des journées, je peux bosser 5 heures. Il y a des journées, je peux bosser 10 heures. Et qu'est-ce que tu fais à côté, justement, pour équilibrer ? Déjà, le matin, je fais du sport quasiment tous les matins en semaine. Et sauf que je ne ferai jamais mon sport à 8 heures, donc du coup, ça me fait commencer beaucoup plus tard. Et après, rien. Après, soit j'ai toujours un déjeuner. J'ai jamais de déjeuner dispo. Ça, c'est une règle de base d'entrepreneur. Et puis le soir, maintenant, je ne fais plus aucun événement. Je fais que si soit j'interviens, soit parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire, mais je ne fais plus parce que ça me prend trop d'énergie et je préfère être chez moi avec une série. Ouais, t'as l'impression que ça en fait, s'il y a vraiment un truc que je ne veux pas faire et que j'estime pas essentiel pour ma boîte ou autre, je ne le fais plus. Je ne me mets plus aucune contrainte, ce qui me permet de tenir longtemps et d'aimer ce que je fais.
Et tu t'es posé des questions justement sur ta productivité, sur comment l'optimiser? Est-ce que c'est ce que tu nous racontes là ou est-ce que... C'est venu naturellement. Ouais. C'était les choses qui me prenaient le moins d'énergie et qui apportaient le plus d'utilité à la boîte. Et c'est pour ça que moi, je fais quasiment que des calls avec des leads où en fait, je me transforme vraiment pendant 30 minutes en CMO de quelqu'un où je donne vraiment des conseils sur ce que la personne devrait faire. Après, parfois, il y a des choses qu'on fait nous et donc avec plaisir si on peut l'aider. Et parfois, il y a très souvent des choses qu'on ne fait pas du tout. Je leur recommande quand même de faire à la personne. Ça, j'adore. Ça me stimule mon cerveau. C'est rapide et efficace, donc ça me demande pas trop de concentration et ça dure 30 minutes. Et qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ton job? Ce qui me stimule le plus, c'est de résoudre un problème. OK. Et Quelle c'est pas ce que quelle j'aime que le soit la plus. nature? Moi, Quelle soit la... quelle que soit la nature du problème. OK. J'aime parce que ça va me stimuler, donc ça va m'exciter, mais c'est pas forcément ce que je vais adorer sur le moment. Mais le après va être génial parce que tu te Ouais, sens vraiment ouais. utile. Sinon, je pense que j'aime bien faire des calls avec des leads. OK. En fait, j'ai pas une chose fondamentalement que j'aime plus que tout. Après, il peut y en avoir C'est plusieurs, tu vois, juste, c'est ce que ça te fait ressentir. J'aime bien faire des tables rondes, des conférences où je suis à l'aise. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Mais en fait, ce que j'aime justement, c'est que je fais plein de choses différentes dans mes journées. Ouais, d'accord. Donc, il y a pas un truc que j'aime 10 fois plus que tout. J'aime juste le mélange de toutes ces tâches-là. Ouais, faire plusieurs choses. Qu'est-ce que tu détestes? Devoir faire des slides pour quelqu'un. Tu l'as dit, ça, on l'a bien compris. Faire la compta, ce que d'ailleurs je ne fais plus aujourd'hui, hein, faire de l'administratif. Ouais, ouais. Tous les trucs qui te demandent vraiment d'être posé sur un ordinateur pendant plusieurs heures. Moi, ça, je peux pas. Ouais, je pense qu'on a le message est bien passé. J'ai des petites... Ah oui, j'ai appris, ouais, tu nous as parlé de sport, tu fais de la boxe. Qu'est-ce que ça t'apporte? J'en fais moins aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup, beaucoup fait. Ça me permettait de me défouler. Ouais, comme tout, comme le sport. Tu tapes de toutes tes forces sur un truc. T'arrives au bureau, t'es un peu plus détendu après. Hmm. Mais au bout d'un moment, ça devenait plus une contrainte qu'un plaisir, donc j'ai arrêté. J'ai fait 3 combats. Le dernier combat m'a beaucoup déçue parce que j'avais rien foutu. Je m'en étais voulu rien foutre, mais j'avais pas eu envie de foutre quelque chose pour le faire. Je me suis dit stop, qui était en décembre dernier. Et là, je me suis mis à faire beaucoup trop de sport, mais qui est sur un autre sport qui est plus sur le pilates et le lagré, tu vois. Ok. Mais qui détend, je trouve. Ah, c'est différent de Une la boxe, du coup. découverte sur un sport qui, déjà, physiquement, te fait changer encore plus vite. Et en fait, quand t'es une femme, moi, j'y porte beaucoup d'importance pour avoir été longtemps en surpoids, donc voilà, j'aime bien. Ouais. Je prends vraiment confiance en moi, comme j'ai rarement pris, et c'est grâce à ce sport-là. Et surtout, c'est un sport qui détend aussi beaucoup, je trouve. Qui fait du bien à la tête, c'est pas trop dur, t'as envie d'y retourner, tu peux en faire partout, t'as des profs trop sympas, donc ça aide. Est-ce que tu as des signaux d'alerte, des fois, que te donne ton corps, où tu te dis, ouais, là, Bien c'est sûr. trop? Comme quoi? Très souvent, j'ai des plaques rouges sur le crâne. Ok. J'ai le crâne depuis quasiment toujours qui est d'une hypersensibilité énorme. Quand je suis coiffeur, c'est un enfer pour moi. Et donc, j'ai des traitements tous les temps de temps parce que je sais plus comment on appelle ça, mais à cause de l'anxiété et du stress, je développe des plaques rouges sur le crâne. Oui, donc quand même, tout ça, c'est quand même une vie de... Enfin, tu te rends bien Ah compte que oui, c'est oui, quand même bien une sûr. vie de stress. Je me bloque souvent au sport l'épaule haute parce que je pense que je suis tellement tendue et nerveuse que je me bloque facilement le Ouais. truc. Je digère très mal. Je pense que c'est aussi lié à ça. Pas que, hein, c'est familial, mais je digère très mal beaucoup de choses. Je dors plutôt bien. Ok. Ça, j'apporte beaucoup d'importance à mon sommeil. Je dors plutôt bien. Mais sur le reste, ouais, parfois, je le vois. Et je suis très tendue très vite. Il y a des moments où je le vois bien que ton corps parle pour toi. Et dans ce genre de moment, je me dis, OK, il faut que je coupe bientôt. Ou... Ouais, t'arrives quand même à te... Je prends assez souvent des vacances. Ok. J'ai besoin. Je prends D'accord. plus de vacances qu'un salarié normal. Ok. Après, je travaille plus qu'un salarié normal. Mais... J'ai des petites questions signatures que je pose un petit peu à tous mes invités. Qu'est-ce qui t'émeut le plus profondément dans la vie? Ça va être une réponse bateau, mais qui Pas est grave. tellement sincère. C'est le premier truc qui m'est mis en tête quand je vois quelqu'un dans la rue. Toi, tu vois quelqu'un dans la rue qui fait quoi? Qui mendie ou qui a l'air d'avoir froid ou d'avoir faim. C'est un truc qui m'a toujours beaucoup touchée, en fait. Parce que tu te projettes ou parce que tu te mets à sa Par place? empathie, j'ai Folle. mal pour elle. Je ne fais rien, je vois la personne, d'un coup, j'ai un pincement au cœur pour elle. Mais c'est parce que je suis très, très empathique et que parfois, j'arrive pas à le maîtriser. C'est le truc qui m'émeut le plus. Et justement, est-ce qu'avec le temps, t'arrives à apprivoiser ce côté, justement, trop de sentiments d'un coup c'est toujours de la même J'ai jamais intensité? réussi à l'apprivoiser, donc ma seule manière pour le maîtriser à peu près, c'est d'avoir différentes choses qui me permettent d'être stable dans ma vie. Comme ça, si jamais il y a un truc qui va pas bien, j'ai quand même le reste. Ouais, pour rester ancré, quoi. Sinon, non. Je n'arrête pas de dire que je maîtrise mieux mes émotions, mais c'est faux. Hmm. C'est juste que j'ai créé plus de stabilité pour les maîtriser, mais je les maîtrise pas mieux, en fait. Vous êtes pareil, tous pareils dans la famille ou il y a que toi qui est vraiment un peu moi, comme je ça? suis très comme ça, C'est plus ça. beaucoup, beaucoup. Mon père aussi, très, Ok. très empathique, très sensible. Valran, moins. Ta Et mon maman? frère aîné, un peu plus. Ma mère, un peu, mais je pense qu'elle le maîtrise très bien aujourd'hui. Et mon frère aîné est un peu plus. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie?
Quelque chose que tu trouves beau, mais ça peut être quelque chose de physique, comme justement quelque chose que, enfin, une émotion que tu ressens. Il y a 2 choses. La première, les paysages. D'accord. Quel genre de paysage? Les plus beaux paysages que j'ai eu de ma vie, qui me détendent beaucoup, c'est une forêt avec une mer ou à l'inverse, un lac avec des montagnes. En fait, cette assimilation de choses qui devraient pas être ensemble, Ouais, d'accord. je trouve ça très beau et ça me fait du bien. Autre chose que je trouve extrêmement belle et qui, du coup, pour une fois, n'est pas une chose en tant que telle, enfin, c'est plutôt on va dire l'entraide. Quand je vois des gens qui réussissent un truc parce qu'ils se sont entraidés, ça, je trouve ça incroyable. Ouais, je partage. Et autant sur des petits trucs de merde que sur des trucs incroyables. Et justement, ce qui te rend triste, ce qui devrait pas exister. Bah, la méchanceté. Ouais, à contrario, quoi. Si tu pouvais parler à toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Que la vie est profondément bien faite. Et qu'il faut pas s'inquiéter parce que Que la roue tourne. la roue tourne. Quelle femme tu verrais bien au micro de Puissante? J'ai une femme qui s'appelle Nina, Ouais, qui est assez what the fuck. Elle a écrit tout un truc sur la médecine chinoise. Moi, je trouve ça d'accord. hyper intéressant parce qu'en fait, j'y crois beaucoup pour avoir été très souvent guérie par des trucs assez différents de ce qu'on nous a appris de toujours. Hyper intéressante, hyper positive, très atypique comme personne. Et je la trouve très puissante dans son style. Son nom de famille pour que j'aille chercher. J'arrive jamais à prononcer, c'est Voit, V-O-I-T, je crois. Ok. Mais je la connais, donc je te mettrai en relation avec, mais elle est adorable. D'accord. Et une autre femme qui est un peu plus atypique, qui s'appelle, non pas forcément parce que par rapport à Nina c'est compliqué, mais qui s'appelle Nejma. Moi, je m'appelle Nejma. Oui, je sais, c'est vrai. C'est fou, j'ai C'est jamais vrai. rencontré quelqu'un Elle qui s'appelait s'appelle Nejma. Nejma, elle a monté une boîte dans l'éducation, IA, etc., qui est un truc qui cartonnissime. Et je trouve qu'elle n'est pas encore assez exposée par rapport à la boîte qu'elle a construite. Elle avait eu, je crois, le prix du Times Monde, je sais plus trop quoi. Enfin, un truc de dingue. Et moi, je porte beaucoup d'importance sur l'éducation parce que, ayant moi-même estimé que j'étais pas dans, enfin, que l'éducation classique n'était pas faite pour le profil que j'étais, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et de gens qui, je pense, passent à côté d'une vie incroyable et d'une réalisation personnelle qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient été mis directement dans une bonne manière d'éduquer les gens et dans des bonnes cases. Et hyper intéressant. Ça m'intéresse du coup ce Ouais, contact-là. Tu vois. les deux, mais elles sont géniales. Mais tu vois, on va pas relancer le débat là-dessus, mais je ne sais sincèrement pas ce que je serais devenue si j'avais pas monté ma boîte. Je pense que j'aurais été une énième personne à essayer de gravir les échelons dans une boîte, à être perdue, à pas trop savoir ce qu'elle veut faire. Ouais, à pas être heureuse. Ouais, à pas être heureuse. Mais comme on en entend beaucoup, tu vois, aujourd'hui. Et parce qu'on t'apprend toute ta vie qu'il y a le même système pour tout le monde, alors que tout le monde est différent. Donc en fait, c'est hyper con. C'est pour ça, enfin, moi, pareil, je vais pas relancer le débat, mais je trouve que l'importance aujourd'hui, et notamment pour les femmes, des rôles modèles, de savoir qu'il y a autre chose qui est possible. Parce que des fois, on se dit que c'est possible, mais que c'est pour les mecs, tu vois. Bien notamment sûr. qui montent leur boîte, etc. Je parle même pas du secteur, tu vois, même pas de la tech ou même pas justement du média, mais juste monter sa boîte. Il y en a beaucoup qui se disent que c'est très masculin ou que c'est pas pour elles. Et moi, personnellement, j'ai manqué de rôle modèle. D'une part parce que je suis pas entourée d'entrepreneurs, mais aussi, je trouve, parce que il y en a de plus en plus maintenant, surtout quand tu t'y intéresses et que tu vas chercher, t'en vois, mais il n'y en a eu pas tant que ça. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant ce que vous faites, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les podcasts, sur les réseaux sociaux, parce que même à la télé, on n'en voit pas tant que ça. Non, Ou alors on voit c'est ça. toujours les mêmes. Tu On n'a vois. pas tant que ça. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu prendre la parole sur LinkedIn, tu vois, typiquement au début. Parce que je me disais, si j'arrive, moi, à montrer que je l'ai fait, alors que j'avais 20 ans quand j'ai commencé à prendre la parole, ça faisait déjà 2 ans qu'on entreprenait. J'étais en mode, en fait, si moi, je peux prouver que j'arrive à le faire, alors que je suis pas forcément plus légitime que n'importe qui, du coup, il n'y a pas d'excuse, en fait, pour les autres femmes. C'est bien de montrer, en mode, vous pouvez aussi y arriver. Tout à fait. Parce que moi, j'aurais adoré plus jeune avoir un profil comme moi, parce que du coup, forcément, c'est vis-à-vis de moi-même, que j'aurais pu regarder, écouter et comprendre, en fait, que ma différence est une énorme force. Ouais, c'est ça, ça donne l'impulsion. Quand t'es plus jeune, ça m'aurait vraiment aidé. Ça m'aurait rassuré. Alors, Sixtine, j'ai un rituel de fin d'épisode. Je vais te tendre le miroir, tu vas te regarder, mais te regarder sincèrement, et c'est pas un exercice qui est facile. Ok. Vraiment, tu te regardes sincèrement, et tu me dis, je te pose 2 questions. La première, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une jeune entrepreneuse qui est extrêmement heureuse. Ça fait du bien à entendre. Et qu'est-ce que tu as envie de te dire pour les 10 prochaines années? J'ai envie de me dire qu'on est qu'au début. On a hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Sixtine, pour cet échange. Je voudrais me dire, en fait, ma couleur, ça va, elle est pas si horrible que ça. Je suis en train de regarder, je me suis dit, en fait, ça aussi, tu peux on le dire. prend jamais de temps à se regarder dans le miroir, en fait. Bah, si on regardait vraiment, non. Mais t'es magnifique. Moi, j'adore ta couleur. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu, vraiment. Merci de m'avoir reçue ici. Bah non, mais avec plaisir. On va contacter les personnes là qui. Ouais, je vais te dire mes équipes parce que. Avec plaisir. Ouais.
Ça vaut le coup. Et à la prochaine. Hein. Merci encore. à toi. Et Merci. puis, hâte que ça sorte. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.